En matière de marketing, comme dans l'immobilier, les trois choses les plus importantes sont l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Un des emplacements incontournables pour mettre en valeur son site internet et son produit, c'est dans les résultats des moteurs de recherche. Les internautes privilégient les premiers résultats de leur recherche qui bénéficieront de plus de trafic que les résultats plus bas dans la première page. Figurer sur la deuxième page, c'est quasiment synonyme de l'inexistence. Tout ce qui peut être fait pour grappiller quelques places peut améliorer considérablement le trafic qui arrive sur les pages de son site web. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Stéphane reçoit Jean-Marc Courtiade pour discuter de SEO, Search Engine Optimization. Jean-Marc est consultant en SEO et en analytique du numérique. Il aide différentes organisations à augmenter le trafic sur leur site, à optimiser la performance de leur offre numérique et à se mettre en conformité avec la RGPD. Il a travaillé avec des acteurs dans différents secteurs. Stéphane et Jean-Marc parleront des différents critères connus utilisés par les algorithmes d'arpentage et de classement des pages web. Ils discuteront des actions incontournables, de pourquoi ces actions sont utiles et des pistes à explorer pour améliorer son positionnement. Bonjour Jean-Marc, bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de SEO, SEO, peu importe comment on le prononce. Qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est quoi le concept de SEO alors? SEO, 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 alors bon, peu importe, ça, alors c'est de l'américain, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est, en gros, en français, c'est référencement naturel. Et donc c'est toujours un sujet qui est un peu barbare, un peu vague en termes de discussion. C'est pas le sujet qu'on aborde dans les soirées mondaines. Pour une raison assez simple, c'est que c'est un univers qui est assez qui est assez vague, dans le sens où, enfin, l'idée, si je devais expliquer ça à un enfant de 10 ans, c'est comment faire en sorte qu'un site web ressorte, ou des pages d'un site web en l'occurrence, ressortent bien sur les résultats, sur les pages de résultats des moteurs de recherche et principalement de Google. Voilà. Et pour faire ça, on utilise différentes techniques, différentes optimisations. J'aimerais juste clarifier un petit point, parce que là, on parle de référencement naturel. Donc moi, quand j'entends référencement naturel, ça veut dire j'ai rien à faire de mon côté, ça se fait naturellement. Et là, t'es en train de me dire tout l'inverse. C'est un très bon point. Et justement, alors, on parle de naturel, mais en fait, c'est pas naturel. C'est-à-dire que c'est naturel dans le sens où c'est pas de la publicité qu'on va pousser de manière un peu artificielle, comme on pourrait l'entendre. C'est juste qu'en fait, c'est Google qui va faire le travail d'analyser le site et ensuite de positionner les pages, positionner, c'est-à-dire de les sortir, de les mettre, pardon, sur ces pages de résultats de moteurs de recherche. Mais en réalité, c'est pas naturel. On parle de naturel dans le sens où on va pas faire de la publicité, on va pas pousser des annonces, etc. Et, euh, et mais voilà, non, c'est un terme oui, qui est un peu galvaudé par rapport à ça, oui, effectivement. Ok. Ok. Et donc, l'intérêt de tout ça, finalement, c'est être mieux positionné dans les moteurs de recherche, donner plus de visibilité à ce qu'on fait. Ouais, c'est du marketing digital. Alors, ce qui se passe en SEO, en SEO, c'est on voit surtout l'aspect technique. Les consultants, en tant que consultant SEO, on se forme, on est formé à optimiser certains pans, certains éléments du site, même un grand nombre d'éléments, pour faire en sorte que le site il soit facilement indexable, facilement identifiable par Google et que les pages ressortent bien. Sauf que, enfin, à mon sens, il faut quand même recadrer ça, resituer ça, mettre ce domaine en perspective du marketing digital. C'est-à-dire que on est, euh, on est en fait en train de faire du marketing digital. On n'est pas seulement en train de de positionner des pages. L'idée derrière le SEO, c'est d'imaginer, alors pour ceux qui ont des bases en marketing, c'est que on est en fait dans ce qu'on appelle les 4 P. Donc en marketing, en fait, c'est ce qu'on appelle le marketing mix. Marketing mix, c'est
des notions qui ont été mises au point par les Américains dans les années 70 ou les années 70 pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent, et qui disent qu'en fait, en gros, pour optimiser la vente ou la commercialisation d'un produit, on va réfléchir à l'offre produit, au prix du produit, à la partie promotion, c'est-à-dire communication, et à la partie distribution, place. Bon, dans l'ordre, c'est place et promotion. Et le SEO, c'est de la visibilité en ligne. Donc, on va se situer en fait c'est un canal de visibilité en ligne qui va se situer dans ce qu'on appelle du hors média pour le coup, et avec une stratégie qui va permettre d'attirer à soi les internautes, les utilisateurs, les consommateurs. Donc on parle de consommateurs, là on est dans du marketing, c'est un petit peu le terme qu'on utilise en marketing, on n'utilise pas seulement le terme utilisateur, comme on pourrait le faire en web. Et donc du coup, on est dans une stratégie qui va consister à faire en sorte que les consommateurs, dans le cadre d'une marque qui souhaiterait vendre ses produits en ligne, hein, mais ça peut également concerner des partis politiques, des sites web d'associations. Donc on va faire en sorte que les personnes qu'on souhaite toucher, viser, puissent accéder au site de la manière qui soit la plus, entre guillemets, naturelle possible, en passant par un moteur de recherche, Google de préférence, puisque c'est le moteur de recherche qui a la plus forte utilisation en France, en l'occurrence, en Europe, enfin, etc. Et pour faire ça, on va du coup utiliser différentes techniques d'optimisation, donc d'optimisation du socle technique, d'optimisation des mots-clés sémantiques, et également d'optimisation de ce qu'on appelle du netlinking, c'est-à-dire des liens qui pointent vers le site web, pour faire en sorte que certaines pages ressortent mieux. Par rapport à certaines requêtes, certains mots-clés. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, je parle beaucoup, mais on va être aussi en concurrence avec d'autres sites. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à optimiser les pages par rapport à certains mots-clés et par rapport au site web des concurrents. Voilà, pour résumer les choses. Ok, donc ça fait, il y a beaucoup de niveaux différents. Donc si je prends un cas concret, j'écris un blog post pour dire que aujourd'hui je reçois Jean-Marc pour parler de SEO. Mm-hmm. Donc il faut, je dois jouer sur la sémantique pour faire remonter ça, sur les liens qui peuvent pointer vers mon blog, et également technique. C'est-à-dire c'est plus dans le formatage de mon code HTML où je dois bien faire attention à mes balises, ou c'est autre chose? Alors, la partie qu'on aborde en priorité, normalement, c'est la partie technique, enfin le socle technique, c'est-à-dire de faire en sorte que ton site, que ton blog, il soit propre, qu'il soit facile à charger, enfin, qu'il n'y ait pas de ralentissement, qu'il n'y ait pas de technologie qui vienne empêcher ce qu'on appelle le crawl des moteurs de recherche. Après, je vais peut-être rentrer un peu plus en technique parce qu'on a un public qui est un peu technique. Et faire en sorte que du coup, donc Google, ils sont en capacité technique de bien comprendre ton site, d'aller de page en page, et lorsqu'il va rencontrer un lien, il va aller sur une page, il va l'analyser, il va voir si elle est indexable, c'est-à-dire s'il peut la mettre dans sa base de données. Bon, je rentre un peu dans le technique là, mais voilà. Et faire en sorte que du coup, il va regarder s'il y a bien des balises qui sont bien en place. On va en parler après. Il va analyser le contenu de ces balises. Et donc là, c'est là qu'on rentre dans la partie sémantique. C'est-à-dire, est-ce que dans ces balises-là, il y a les mots-clés que tu veux, sur lesquels tu souhaites voir la page ressortir? Est-ce que aussi la façon dont la page a été construite en termes je veux dire, de rédaction tient la route par rapport au moteur de recherche? Donc il y a différentes techniques pour optimiser ça, autant d'un point de vue rédaction que d'un point de vue mots-clés, etc. Enfin, mots-clés, rédaction et technique. C'est un peu comme du journalisme au final. Tout ça pour aider Google effectivement à comprendre de quoi on parle. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à faire des liens en provenance d'autres sites, tout simplement parce que Google a fait son beurre, entre guillemets, enfin, son image de marque est liée au fait qu'ils ont développé ce qu'on appelle le PageRank, c'est-à-dire c'est un indicateur qui indique la notoriété, la puissance d'une page, en fait, pour le moteur de recherche. Et c'est ce qui a fait, au début des années 2000, fin années 90, début années 2000, que les résultats qui paraissaient dans Google étaient de qualité. Et donc, en fait, il faut qu'un site web ait des liens qui pointent, enfin, il faut que des pages web, hein, c'est pas le site, c'est vraiment des pages. Il faut qu'il y ait des liens qui pointent vers ces pages-là, avec des encres de liens optimisées, avec les mots-clés qui vont bien, et que ces liens soient en provenance de sites de qualité. Voilà. D'accord. Ouais, parce qu'il y avait petite parenthèse là-dessus, il y avait eu le
page bombing, à un moment où justement on pouvait avoir référencé 1 million de fois la page, Mm. pas proprement forcément, et que ça pouvait faire remonter notre page évidemment dans PageRank, Mhm. juste parce que en fait on avait beaucoup de pointeurs, même si c'était pas sur des sites de qualité. Donc Google a amélioré son algorithme en, euh, en s'appuyant en fait sur des sites de qualité, donc des référencements, des liens qui viennent d'autres sites de qualité, pas Mhm. des liens random qui viennent de Internet n'importe où. C'est ça, exactement. C'est bien ça. C'est ça. Ok. Mais cette partie de netlinking, elle n'est pas évidente à mettre en place, dans le sens où il faut arriver à tisser des partenariats avec d'autres sites. Et puis après, il y a des techniques, hein, où on va essayer de créer des liens depuis d'autres sites, etc. Alors j'avoue, c'est une partie qui est souvent mise de côté, parce que la base, c'est déjà de faire en sorte que la partie technique et la partie sémantique soient de qualité. Mais ce qui va vraiment augmenter la notoriété des pages, et leur positionnement, c'est qu'il y ait des liens de qualité qui pointent vers elles. Ok. Et alors, comment est-ce que je fais pour qu'un robot, puisque finalement un crawler c'est jamais qu'un robot, comprenne mon site, comprenne ce qui se passe dans ma page? Ok. Euh, un crawler, du coup, un robot, un crawler, donc effectivement, c'est un logiciel qui va venir arpenter ton site. Ce qu'il va faire, c'est que si tu veux déjà alors, on va déjà expliquer rapidement le fonctionnement d'un moteur de recherche. Il y a vraiment des notions à comprendre par rapport à ça qui sont primordiales. Un moteur de recherche, il va envoyer son robot sur une page de ton site. Alors, il peut découvrir la page de différentes façons. Il peut la découvrir parce que tu auras utilisé le Google Search Console, par exemple, qui est un outil de Google qui permet de déclarer ton site, d'envoyer un sitemap. Donc, un sitemap, c'est un fichier XML dans lequel tu mets tes pages, tu références tes pages. Tu as différentes façons de le construire, tu n'es pas obligé de mettre toutes tes pages, hein. On pourra y revenir. Et donc Google, il va arriver sur ta page d'accueil ou sur une autre page, et puis il va aller de lien en lien. Donc c'est le fonctionnement d'un crawler. Ce qui va se passer, c'est que il va aussi regarder alors en fonction des optimisations qui sont faites, tu peux lui demander de ne pas arpenter certaines parties du site. Ok. Mais imaginons que tu donnes accès à tout ton site. Dans ce cas-là, il va aller de lien en lien. Il va analyser donc le code réponse de la page. Est-ce que la page elle est en statut HTTP 200, donc c'est-à-dire qu'elle elle est valable, elle se charge bien dans le navigateur, ou pas. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des redirections, 301, 302. Il y en a d'autres. Est-ce que la page elle est en erreur 404? Est-ce qu'il y a donc 404, 410, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs serveurs, donc des erreurs 500, etc. Donc tout ça, il va le remonter. Il va regarder les différentes balises qui se trouvent sur la page. Donc il va regarder principalement la balise title. Donc c'est une balise qui se trouve dans la section head du code et qui est vraiment primordiale en termes de référencement naturel. Il va regarder donc les mots-clés qu'il y a dedans. Il va regarder la métadescription qui elle n'a pas de la métadescription, pardon, c'est une balise qui elle n'a pas de puissance en termes de SEO, mais qui apparaît sur les résultats du moteur de recherche. Donc en intérêt à faire en sorte que le contenu qui apparaît dedans soit bien rédigé, un peu comme une annonce Google Ads. Ensuite, le crawler va analyser les autres éléments qui se trouvent sur la page. Il y a des balises canonical, il y a la balise H1 ou des balises H1. Il peut y en avoir plusieurs en fonction de comment la page est codée. C'est techniquement possible, mais c'est pas toujours, c'est pas la règle qu'on utilise en général. Balise H2, la quantité de texte, est-ce qu'il y a des liens, pas des liens, les mots-clés qui sont inscrits dans la title, H1, H2, les mots-clés qui apparaissent dans le texte, etc. Il va regarder le ratio code HTML, texte. En gros, il faut qu'il y ait quand même du contenu pour que Google comprenne mieux le sens de la page. Et puis, et puis différents éléments de ce niveau-là. Et puis après, il va aller de lien en lien et il va récupérer toutes ces informations-là. Et puis, si la page donc est crawlable, donc il faut aussi qu'elle soit indexable pour qu'il puisse la mettre dans sa base de données. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire à Google ou à un crawler, ok, tu peux aller sur cette page-là, par contre, on ne veut pas que tu l'indexes. Donc il y a des balises qui permettent de faire ça. Et donc Google, en fonction de tous ces éléments-là, il va enregistrer dans son index, donc dans ses bases de données, les pages, donc les URL, etc. Et les mots-clés qu'il trouve et qu'il identifie par rapport à, donc les requêtes, on appelle ça des requêtes, qu'il identifie sur ces pages-là. Et lorsque nous, en tant qu'internaute, on va saisir des mots-clés dans Google, il va ressortir les pages qu'il estime être les plus pertinentes. Voilà, par rapport aux requêtes qui ont été saisies.
Il y a différents autres éléments, hein. Il peut aussi l'âge du site, le nombre de backlinks aussi, donc de liens qui pointent vers ces pages-là, etc. Ok. Euh, donc ça, c'est des règles, on va dire générales, valables de tout temps. Ça veut dire que je peux pas faire n'importe quoi en fait quand je construis ma page. Si je trouve pas que si je trouve que les titres H1 sont trop gros et que je veux des titres H2 dans ma page et que je mets pas de titre H1 par exemple, ce sera Mhm. pas bon pour moi. Ouais, c'est un problème qui est assez récurrent, même sur des gros sites, où on va avoir tendance à avoir à prendre en considération uniquement enfin, le UI, donc l'interface utilisateur, et on va utiliser donc des titres, enfin des tailles de titres qui ont l'air d'être un peu plus sympas que d'autres, hein, parce que ça passe bien, sauf que d'un point de vue SEO, ça va pas, parce que si on n'utilise pas de balise H1, on va perdre de l'information pour le moteur de recherche, ouais, effectivement. Ça veut dire aussi que cette hiérarchie est importante pour le moteur de recherche, non seulement parce qu'il a besoin de trouver cette balise H1, mais aussi peut-être sémantiquement, ce qui est contenu dans la balise H1 a plus d'importance que ce qui est dans une balise H2. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, d'un point de vue sémantique, alors justement, c'est ça qui est important, c'est la sémantique. Et d'un point de vue technique, il faut que la balise soit présente. Donc, est-ce qu'elle est présente et est-ce qu'elle est remplie, entre guillemets? Est-ce qu'il y a du texte dedans? Et ce texte, effectivement, il faut qu'il ait un sens. Donc, on va chercher des mots-clés qui correspondent à, au contenu de la page. L'idée, en fait, c'est à la fois d'aider le moteur de recherche et les internautes à comprendre de quoi parle la page. Parce que là, alors une fois, je me rappelle m'être un peu échauffé avec, je sais pas comment on dit, mais avec une personne du libre. Alors pourtant, je suis dans le domaine du libre, mais il y avait une petite guerre qui avait lieu avec Quant, si je me souviens bien, qui apparaissait pas, enfin voilà, qui utilisait l'index de Bing il y a quelques années. Et donc une personne m'avait dit, mais en fait, le SEO, c'est juste du traficotage de mots-clés. Et en fait, non, c'est pas ça. Alors déjà, là, peut-être on va faire une parenthèse. Le SEO, effectivement, on est dans du commercial, en général. On est dans du marketing. C'est bien, c'est pas bien. Là, j'ai envie de dire, là n'est pas la question. Enfin, le marketing, bon, si, ça peut être important de le lire quand même. Le marketing, le but du marketing, parce que je viens du marketing à la base aussi, c'est de faire en sorte de promouvoir certaines choses. Donc, on est dans un monde où il y a, voilà, où il y a des sociétés, des organisations qui vendent des produits ou des idées, etc. Et l'idée, c'est de faire en sorte que on puisse les faire connaître le mieux possible. Après, on peut faire connaître des choses intéressantes comme des choses qui ne le sont pas. On peut vendre des produits qui sont bénéfiques pour l'humanité ou vendre des produits qui tuent des gens. Voilà. Concrètement parlant. Donc le marketing, c'est juste un ensemble de techniques qui permettent de faire en sorte que on porte certains produits à la connaissance des personnes. Okay, et après, évidemment, dans le marketing, il y a des techniques qui peuvent être borderline, voire totalement exagérées. Enfin, voilà. Mais voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en SEO, on va essayer. Alors, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais en SEO, on va essayer de faire en sorte que, voilà, on va pas faire que traficoter des mots-clés. On va faire en sorte que que le moteur de recherche comprenne bien la page et la positionne bien dans ses pages de résultats. Donc, forcément, là, on est dans du marketing digital, mais on va aussi faire en sorte que les internautes comprennent bien de quoi parle la page. C'est-à-dire que nous, en tant qu'internautes, lorsqu'on va arriver sur une page, parce que au-delà du fait d'être des consommateurs, voilà, on va arriver sur une page, on cherche une information, et ce que notre cerveau, ce que nos yeux vont faire, c'est scanner la page, si elle est bien faite. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord le titre principal, ensuite les sous-titres. Donc en SEO, ça serait normalement du H1 pour le titre principal, H2 pour les sous-titres ou intertitres, et ensuite on voit si ces mots-clés, s'il y a des mots-clés, enfin, qui ressortent et qui nous disent, voilà, l'information que tu cherches, elle est là-dedans. Et puis, si elle y est, on va scruter la page plus en détail. D'où l'intérêt aussi du copywriting pour optimiser la façon dont la page est écrite. Et parce qu'il y a des techniques aussi pour aider l'internaute à mieux comprendre, enfin l'internaute et nous, hein, à mieux comprendre de quoi parle la page. Et ensuite, si la page n'a pas les mots-clés ou n'a pas les éléments, l'information qu'on cherche, on va passer sur une autre page. Voilà.
Donc, l'intérêt, c'est effectivement d'aider les moteurs de recherche et les internautes, nous, à mieux comprendre de quoi parle la page. Si du SEO est bien fait, on va, euh, on va améliorer du coup le site web et j'ai envie de dire le web un peu en général, quoi, quelque part. Oui. Mhm, mhm. Quand on fait une recherche, mettons sur Google, euh, je cherche test, j'ai les résultats, donc j'ai toujours un petit aperçu aussi de ce qui m'est remonté. Donc j'ai le titre de la page et après un descriptif en fait de ce que la page contient. Les quelques premiers mots. Donc et tout ça, ça fait aussi partie du SEO. Tout à fait. Alors, concrètement, ça c'est des choses qui sont pas toujours évidentes aussi à expliquer, que ce soit à des clients, parce que j'ai travaillé en agence, hein, ou même en interne, à des managers dont ce n'est pas le métier. Ce qui va se passer, c'est que les éléments qui ressortent sur le moteur de recherche, ce sont les suivants. Le titre qui sort en bleu, on va parler de Google, mais c'est le même fonctionnement pour Bing, hein, par exemple, ou pour d'autres moteurs de recherche. Le titre en bleu, c'est la balise title. Normalement, Google reprend celle qui est écrite dans la page, celle qu'on aura choisie. Sauf que des fois, il peut la modifier s'il estime que son contenu n'est pas pertinent ou qu'il pourrait être mieux écrit. Des fois, il fait aussi des tests. Okay, donc ça, c'est la balise title, qui, elle, n'est pas visible sur la page. Elle est visible dans le code source, mais elle n'est pas visible sur la page. Ce qu'on voit, nous, sur la page, c'est la balise H1. Et la difficulté là-dedans, c'est en termes de mots, hein, c'est en français, quoi. C'est de comprendre que ce sont deux titres, mais ce ne sont pas les mêmes titres. Il y en a un, c'est le titre balise title, et qui va ressortir sur Google, sur les moteurs de recherche, et l'autre c'est le H1 qui ne ressort pas sur le moteur de recherche, mais qui apparaît sur la page. Voilà. Et les deux doivent être similaires ou très proches. Voilà. Et l'autre, donc sur le moteur de recherche, l'autre élément qui va ressortir, c'est normalement la balise métadescription. Cette balise, elle est située, donc pour parler techniquement, d'un point de vue technique, elle est située dans la section head du code source de la page web, et elle doit normalement comporter environ 160 signes. Donc voilà. Et elle est pas considérée par le moteur de recherche comme importante en termes de mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut mettre tous les mots-clés qu'on veut dedans. Google ne va pas la considérer comme importante. Par contre, elle va avoir une importance indirecte dans le sens où elle va permettre aux, aux internautes de comprendre un petit peu mieux de quoi parle la page. Et d'un point de vue SEO, on est censé en fait la rédiger un peu comme une annonce Google, c'est-à-dire elle doit être un peu attrayante. Et ce qui va se passer, c'est que Google va aussi mettre en gras les mots-clés qui sont les mêmes que ceux qu'on aura saisis dans le moteur de recherche. Donc si on tape blog Electromonkeys par exemple, ou podcast, il y aurait tout intérêt à ce que dans la balise métadescription, si tu l'écris, parce que des fois elle n'y est pas, et donc voilà, on verra ça après, il y aurait tout intérêt à ce que il y ait ces mots-clés-là qui sont ceux que les internautes recherchent, et Google va les mettre en gras. Donc nous, en tant qu'internautes, ça nous incite à cliquer sur le lien, parce qu'on comprend que la page parle de tel ou tel sujet. Alors effectivement, on a différents niveaux, c'est-à-dire que toi, donc je m'adresse à toi, mais par rapport à ton blog, l'idée c'est de faire connaître le blog, ou le podcast, et une entreprise, donc une société commerciale, l'idée c'est que les personnes cliquent sur les liens pour soit aller voir les pages produits, etc. Voilà. Et la petite nuance, c'est que si on ne remplit pas cette balise-là, Google va la remplir automatiquement avec le texte qu'il va trouver sur la page. Et ça peut être plus ou moins bien fait. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Ouais, justement, quand on cherche sur Google, des fois on a un premier résultat et puis des résultats qui sont un peu décalés. Donc, ils font partie du même site et qui sont sûrement sémantiquement proches de ma recherche. Ça aussi, donc, j'imagine que c'est un travail qui doit être fait. Comment on fait en fait pour que là, j'ai sous les yeux, par exemple, test. J'ai cherché test. J'ai test Wikipédia en titre. Et puis après, donc, à nouveau, avec un petit décalage, j'ai test sur Wikipédia, qui est donc une des pages du même site. Ou si je réfléchis à un vendeur, par exemple, quel que soit son produit, généralement, je vais avoir la homepage en première recherche, et puis après, peut-être product, euh, marketing, etc., et des sous-pages du même site, un peu encapsulées de la même manière. Oui.
Alors là, donc, c'est des sitelinks en fait. Donc là, tu me parles par exemple si on tape le nom d'une entreprise, imaginons, et on va voir la homepage qui ressort sur le moteur de recherche et ensuite d'autres catégories de liens qui sont toujours imbriqués dans le même résultat. C'est ça dont tu veux parler. Ouais. Ouais. Donc ça, en fait, c'est Google qui est donc ça marche surtout pour des sites pour ce qu'on appelle des requêtes marques. C'est-à-dire que alors, on va rentrer un peu dans le technique. D'un point de vue sémantique, on peut avoir lorsqu'on veut positionner un site, donc je vais d'abord expliquer un petit peu l'environnement et après on va expliquer le pourquoi du comment là-dessus. Lorsqu'on veut faire ranker, c'est-à-dire positionner des pages, on peut utiliser ce qu'on appelle des requêtes marques et des requêtes hors marque ou non marque, hors marque. Les requêtes marques, donc prenons l'exemple d'une entreprise qui vend qui vend des lunettes, qui est un opticien, qui souhaiterait qui souhaite positionner son site ou ses pages sur Google. Il va avoir d'une part des mots-clés qui vont, pardon, il va être référencé, il va être connu pour Google, d'une part pour les mots-clés relatifs à ses produits. Donc on va prendre lunettes de telle marque, homme, femme, soleil, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des requêtes hors marque. Donc c'est des requêtes produits, hein, en l'occurrence. Là, pour le coup, parce qu'on vend des lunettes. Mais on peut également avoir des requêtes marques, donc des requêtes qui font référence à la marque. Donc ça sera le nom d'entreprise. Donc un internaute qui taperait. Donc l'idée pour l'entreprise, enfin pour ce site-là, c'est de faire ranker à la fois le site sur des requêtes marque, donc sur des requêtes de l'entreprise. Ça, c'est assez facile à faire, puisqu'en fait, lorsqu'on a un site web, normalement, s'il est bien fait, qu'il est bien dans le pays, etc., où on souhaite le référencer, normalement, il doit bien ressortir. Ce sera la homepage qui va ressortir. Et cette homepage, elle va nous faire... Google, lorsqu'il va afficher ça, il va aussi afficher d'autres catégories du site. Donc, d'un point de vue, au niveau des URL, ça va être des slash et lunettes machin truc, lunettes homme, lunettes femme, etc. Enfin, en fonction de comment c'est fait. En fonction de comment le site est dispatché. Donc, ça va être des grandes catégories de pages web que Google identifie. Je vais faire un test en direct. Hop. Voilà, donc j'avais travaillé il y a quelques années pour une marque en Suisse d'opticiens, donc que je ne nommerai pas. Et lorsque je tape la marque sur Google, ce qui ressort, c'est la homepage avec la balise title et la métadescription qui ont été rentrées dans la homepage. Et en dessous, on a toutes les catégories que Google a identifiées comme importantes sur le site. C'est pas toujours évident. On n'a pas la même mise sur cette partie-là. L'idée, c'est d'arriver à architecturer le site de manière assez cohérente, la plus cohérente possible, pour que Google se dise, voilà, ok, là, il y a lunettes machin, enfin, lunettes de vue homme, lunettes de vue femme, etc. Et Google va du coup faire lister ces résultats là-dedans. Mais pour que ça ressorte bien, pour répondre à ta question, en essayant d'être un peu plus concis, l'idée, c'est d'architecturer le site de la manière la plus précise possible. Voilà. Et après, pour finir le débat sur les autres requêtes, les requêtes hors marque, l'idée c'est d'arriver à positionner le site, ou les pages, pardon, c'est assez important, c'est pas les pages, hein, c'est pas le site, c'est les pages qu'on positionne. Donc l'idée c'est d'arriver à positionner les pages sur des mots-clés qui font référence au produit. Parce que il y a plusieurs concurrents sur différents marchés, et ces concurrents-là, l'idée c'est de passer devant, hein, en termes de marketing, avec des pages qui ressortent mieux sur telle ou telle requête. Voilà. Ok. Dans l'exemple, on va prendre quelque chose qui est un peu plus dans le domaine. Si je cherche service mesh aujourd'hui, ce que je veux, c'est que justement, j'ai mes différents produits de service mesh qui ressortent. Ça peut être Istio, ça peut être Trafic, ça peut être, je sais pas quoi encore. Mais donc ça, c'est le non produit. Donc Oui. c'est pas ma marque, mais par contre, je veux que ce dont je parle, je sois assez bien indexé par rapport au sujet. Donc quand tu tapes lunettes, donc le nom de l'opticien soit le plus haut possible dans le moteur de recherche. C'est ça. Normalement, si tu tapes le nom de la marque, le nom de l'opticien, ça va ressortir. Ouais, ça c'est facile parce que justement c'est la marque, mais c'est plus sur un produit spécifique. Lunettes de soleil en crocodile, je vais être placé tout en haut quand on fait cette recherche. Mm-hmm. Donc pour ça, il me faut des mots-clés spécifiques, donc lunettes de soleil, crocodile, je sais pas, qui font en sorte que lorsque cette recherche est tapée, j'arrive à me positionner au-dessus de mes concurrents. Oui. Tu as parlé de référencer son site directement sur Google. Alors,
là, on était en train de parler de référencement naturel, et je pensais que référencer son site directement en donnant un sitemap, c'était un peu d'un autre temps. Donc, tu viens de me dire le contraire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur le fait d'aller directement sur Google et d'aller donner un fichier XML à Google pour référencer son site? Bien sûr. Et Alors, en quoi ça aide? en quoi ça aide? Déjà, on va donner le contexte. Là, on est dans du contexte SEO technique. Le but du SEO technique, c'est de lever tous les freins pour les moteurs de recherche, pour leurs robots, donc, pour qu'ils puissent aller crawler le site le mieux possible. Donc, arpenter chaque page le mieux, et ensuite les indexer le mieux possible. Et le sitemap, donc oui, ouais, alors le XML, c'est vrai que c'est un vieux langage, mais le sitemap XML, c'est un des moyens qu'on utilise pour aider le moteur de recherche à comprendre quelles sont les pages du site. C'est pas valable pour tous les sites. C'est-à-dire que pour un petit, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, il a des ressources qui sont limitées, même s'ils ont des ressources gigantesques, ils sont en permanence en train de crawler le web et de remonter des pages et d'indexer, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un budget crawl budget, qui est que pour certains sites, c'est surtout valable pour les sites de grande taille en l'occurrence, ils vont se limiter à un moment donné à tel nombre d'URL par jour, par mois, par semaine, où ils vont crawler, parce que ça leur demande beaucoup de ressources, et puis ils peuvent pas faire que ça. Donc, l'idée du sitemap, concrètement, ça aide surtout les gros sites, en fait. Les sites qui ont plusieurs dizaines de milliers de pages, surtout les sites e-commerce, en l'occurrence. Si on prend un site e-commerce ou un site de petites annonces qui va avoir, qui va être disponible en 4 ou 5 langues, ben, on peut imaginer que le nombre de pages, enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est que le nombre de pages va être démultiplié. On est de l'ordre de 60 000 pages juste pour une langue, par exemple, pour des sites de petites annonces. Si on prend l'exemple d'un site qui fait des petites annonces non, je vais pas donner d'exemple concret, mais j'en ai, mais je vais pas parler de tous les éléments avec lesquels j'ai travaillé, mais quoi qu'on peut parler, on peut parler d'immobilier, par exemple. Un site qui fait, parce que j'ai travaillé pour immobilier.ch, qui est un site en Suisse, qui est un portail d'annonces immobilières. Mais donc tous les principes s'appliquent à tous les sites de petites annonces. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on peut avoir donc des annonces qui sont mises à jour régulièrement sur le site. Donc ça fait beaucoup d'annonces qui peuvent arriver. On va avoir des pages produits, des pages de marque. On peut par exemple parler donc pour immobilier.ch, ce ne sera pas le cas, mais enfin en tout cas pour un site d'annonce immobilière, a priori c'est pas le cas, mais pour d'autres sites d'annonce, on peut parler voilà, il y a telle marque de produit qui existe, telle marque a fait tel produit, etc. Et du coup, ça peut vite démultiplier de manière gigantesque le nombre de pages qui vont être disponibles sur le site, surtout si on le fait en 4 ou 5 langues. Et donc Google, il va être obligé d'analyser de manière régulière le site pour comprendre, pour voir s'il y a des mises à jour dessus. Okay, on peut aussi avoir des pages d'avis, voilà, donc des internautes qui laissent des avis, etc. Et du coup, ça fait une quantité gigantesque de pages. Et Google, il va pas crawler tout le site tout le temps. Enfin, je veux dire l'entièreté du site tout le temps. Il va aller voir certaines catégories de pages, il va voir en fonction du nombre de clics qu'il faut pour accéder à certaines pages, par exemple. Il va aller jusqu'à niveau 3, niveau 4 maximum. Au-delà, s'il y a des pages pour lesquelles il faut 4 clics depuis la page d'accueil, par exemple, pour y accéder, mais il va pas y aller. Donc les pages vont pas être crawlées, vont pas être indexées, parce que ça va lui demander trop d'efforts. Si le site aussi est basé sur du JavaScript un peu dur à afficher, enfin, dont le rendu est compliqué, il va aussi limiter son crawl. Donc l'idée du sitemap, c'est d'aider Google à éviter d'aller crawler le site de manière, de lien en lien, etc. C'est en lui fournissant directement les URL à analyser. Les URL qui changent. Donc en fait, on va indiquer dans le sitemap, voilà, il y a tel type d'URL qui peut être, il y a telle nouvelle URL, donc il est capable de voir quelles URL sont mises à jour. Et puis ça serait bien que tu ailles les crawler toutes les semaines, tous les jours, tous les machins. Alors c'est des indications qu'on a dans nos moteurs de recherche. On sait pas toujours ce qu'il fait avec. Certains disent que du coup le fait d'indiquer une périodicité, ça n'a plus de sens, etc. Néanmoins, on voit que en mettant en place les sitemaps, ça aide énormément le Google à crawler les pages directement. Voilà. Donc non, c'est pas désuet. Voilà. Ok, et donc, alors, partons un peu sur quelque chose de concret. Si je fais appel à toi aujourd'hui pour
améliorer le référencement de mes pages web. Comment tu t'y prends? C'est quoi les différentes étapes? Ouais. Alors déjà, ce que je ferais, alors pour le coup, alors juste aussi pour expliquer un peu mon background, je me suis spécialisé sur les audits SEO, c'est-à-dire comment justement on analyse un site, quelle est sa situation d'un point de vue technique, sémantique et netlinking. Évidemment, je fais aussi du suivi de sites et d'optimisation au jour le jour, en fonction des mots-clés, etc., des recommandations en termes de création de contenu, voilà. Mais ce que je ferai dans un premier temps, c'est d'analyser, de faire un état des lieux du site d'un point de vue de ses canaux, c'est-à-dire en gros on va prendre Google Analytics ou enfin bon maintenant c'est un peu compliqué Google Analytics, mais on peut prendre Matomo par exemple. En tout cas dans l'idéal il faudrait qu'il y ait une solution de Web Analytics derrière qui puisse nous dire ben voilà, il y a tant de trafic qui vient des moteurs de recherche, c'est ce qu'on appelle le trafic organique. Et puis on est capable de dire quel est le moteur de recherche qui ramène le plus de trafic organique. Donc trafic organique, c'est le trafic en provenance des moteurs de recherche. Et puis on a différents moteurs de recherche qui ramènent du trafic dessus. En général, c'est Google pour la France, pour la Suisse, etc. Enfin en Europe, sauf certaines exceptions comme la République tchèque ou c'est CSNAM, etc. Voilà. Du coup, je ferai déjà un premier état des lieux pour comprendre où on en est. Ensuite, on peut utiliser des logiciels comme SEMrush, qui sont donc des logiciels spécialisés en SEO, qui vont nous donner des indications sur, d'une part, la santé du site, son positionnement aussi par rapport à d'autres sites concurrents. Alors, si on peut parler de concurrence pour un blog, bon, on n'est pas fort. Enfin, ça serait des choses à discuter ensemble. Hein. Est-ce que tu voudrais mieux te positionner que d'autres blogs, que d'autres podcasts? Ça peut être envisagé. Mais de manière générale, lorsqu'on fait un audit de site, on va regarder. Enfin, je vais regarder. Quels sont les concurrents. Donc, soit les clients me donnent une liste de concurrents pour tel ou tel et tel marché, parce qu'en fait, un site qui est à l'international peut avoir des clients différents selon les pays. Et ensuite, je vais regarder quel est en gros quel est le score d'autorité. Donc, c'est une métrique synthétique qui est fournie par SEMrush ou par Moz ou par Ahrefs, c'est d'autres outils de SEO. On va regarder ça, on va regarder les backlinks qui pointent vers le lien, qui pointent vers les pages. On va regarder le nombre de requêtes sur lequel le site est identifié, sur lesquelles les pages sont identifiées sur le site. Où est-ce que ces requêtes elles donnent le plus de résultats? Alors souvent, en fait, on va avoir des requêtes qui donnent le plus de résultats sur les 3e ou 4e pages de moteur de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des réservoirs de mots-clés sur lesquels en fait, la plupart des pages du site sont identifiées, mais elles sortent très loin, en fait. L'idée, c'est d'arriver à faire positionner des pages dans le top 10 des moteurs de recherche. Donc le top 10, c'est les 10 premières positions, c'est-à-dire la page de résultat numéro 1 de Google. Dans l'idéal, il faudrait être dans le top 3, et dans un monde parfait, il faudrait être en première position. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de voir quelle est donc ça, c'est la première étape. Ensuite, en fonction du site, alors ça dépend du site, mais on peut rentrer dans une analyse technique, voir s'il y a bien certains éléments qui sont en place. Est-ce qu'il y a un robot.txt qui est optimisé? Est-ce qu'il y a des sitemaps? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quel est le type de serveur? Quel est le CMS? Est-ce que le CMS est optimisé pour le SEO? WordPress, par exemple, on peut l'optimiser, mais de base, il n'est pas optimisé. Il y a des manips à faire dessus. Donc je parle de WordPress parce que c'est le CMS le plus utilisé. Okay, mais on peut prendre du Joomla, du Drupal. Donc en agence, on a travaillé sur du Drupal pour des gros sites comme ceux de la Croix-Rouge en Suisse. Et voilà, donc là on va également regarder, enfin mettre en place des plugins, etc. pour pouvoir faire en sorte que le SEO soit de bonne facture. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais crawler le site, donc avec mon propre logiciel. Donc pour le coup, donc il y a différents logiciels qui existent. Soit on peut le faire à la main, donc j'utilise Screaming Frog, qui est la référence des crawlers donc sur ordinateur. Sur desktop, on peut aussi le faire tourner sur serveur. Après, on a aussi d'autres logiciels qui font ça, Botify, etc., qui permettent de crawler le site donc, et de faire en sortir différents problèmes potentiels. Est-ce que les pages sont indexables ou pas? Quelle est la quantité de pages indexables? Est-ce que les pages qui sont indexables ou pas indexables, elles ont des problèmes, etc. Voilà.
C'est quelles pages qui sont optimisées. Enfin, il y a vraiment, là c'est vraiment une checklist qui peut être assez conséquente de points à vérifier. Est-ce qu'il y a des balises canonical qui sont en place? Est-ce qu'elles sont autoréférentes, pas autoréférences? Est-ce qu'il y a de la pagination? Donc, bon, je vais passer le détail de tout ça. Donc, en gros, l'idée, c'est de voir s'il y a des erreurs qui ressortent là-dessus. On va aussi regarder, sérieux, j'en ai pas parlé, mais dans la partie état des lieux, entre guillemets, s'il y a la Google Search Console qui est installée sur le site, enfin, qui est liée au site, si le site est référencé à un compte Google Search Console, on va regarder l'état de l'indexation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir quel est le nombre de pages qui sont indexées, le nombre de pages qui ne sont pas indexées, celles qui sont crawlées mais qui ne sont pas indexées, celles qui ont été identifiées mais qui ne sont pas crawlées, etc. Donc pour un petit site, c'est assez facile de voir ça. Sur un gros site, comment dire, sur un petit site, en général, on repère assez facilement les erreurs. Sur un gros site, on peut avoir une énorme quantité de pages qui va être identifiée mais pas crawlée. Là, on se dit, il y a un problème, c'est-à-dire que certainement le crawl budget est dépassé et Google ne va pas chercher plus loin pour aller crawler ces pages-là. Il est capable de voir qu'elles sont dans le sitemap, mais il ne va pas les voir. Et du coup, il va pas les crawler, il ne va pas les indexer. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, regardez d'un point de vue plus sémantique. Donc si je prends ton site, donc c'est un petit site, donc c'est un peu plus simple qu'un gros site e-commerce. Dans ce cas-là, je regarderai la présence des balises H1, les balises title, la quantité la taille des balises title, comment elles sont rédigées, les métadescriptions, les balises les balises H2, etc. Comment sont rédigées les pages? Est-ce qu'il y a des données structurées? Donc ça, c'est d'autres éléments qui permettent d'optimiser le site et le rendu des pages dans les moteurs de recherche. Je vais prendre l'exemple si on prend la Fnac ou un site, la Fnac, Cultura, je donne des marques, mais si on prend un site qui vend des livres, par exemple, eux, ils vont pouvoir mettre en place des scripts qui vont indiquer sur un livre, on va prendre Harry Potter, par exemple, si on tape Harry Potter, le dernier tome dont j'ai oublié le nom, on va taper ça dans Google. Google va ressortir des pages. Et puis, du coup, l'idée, c'est que pour un site de ce type-là, on indique qui est l'auteur, la notoriété, les avis clients. Donc, on peut mettre un nombre d'étoiles, etc. Et ça peut ressortir en fait dans le moteur de recherche. Donc, ça indique à Google, ça enrichit en fait le contenu sémantique de la page. Et pour un blog, on peut dire, l'auteur, c'est toi, ton organisation, c'est le nom de ta boîte, ou le nom du site. On peut référencer ta page aussi si tu as une page Facebook, on peut la mettre. On peut indiquer le contenu global du site dans ces balises-là. Et ça va aider Google en fait à mieux comprendre le contenu de la page. Voilà. Et après, donc, d'un point de vue plus sémantique, on va regarder si les balises title, H1, etc., elles sont bien présentes, comment sont construites les pages, est-ce qu'il y a des mots-clés aux bons endroits, est-ce que la balise métadescription, elle est là, et voir ce qu'on peut faire pour optimiser. On peut également faire des catégories, c'est-à-dire si tu as envie de faire des catégories sur WordPress, ça se fait justement avec les catégories, tu peux référencer tes pages par thématique, et donc là, l'idée, c'est de faire sortir tes pages sur ces thématiques-là, avec les mots-clés qui vont bien, à ces endroits, architecturer la page de façon à ce que tu puisses avoir, donc par exemple, une page principale qui parle d'une thématique. Dedans, tu vas faire des liens qui pointent qui font référence à des sous-thématiques, et ensuite tu vas créer des liens tu vas faire des pages qui sont en rapport avec ces sous-thématiques-là, faire du maillage interne, c'est-à-dire faire des liens entre ces pages-là de manière architecturée, de manière cohérente, faire des liens avec ton blog, etc. Il y a différentes techniques qui existent. Et après, voir évidemment le netlinking, mais dans un premier temps, j'optimiserai le technique et le sémantique. Voilà. Et mettre en place des alertes via des outils de Web Analytics, que ce soit Google Analytics, Matomo, pour faire remonter s'il y a des pages avec plus de temps de caractères qui ressortent. Les alertes, en fait, tu reçois un mail, en fait. Ça dépend de l'outil, mais tu peux aussi y accéder via du XML, comment ça s'appelle, un lecteur de news, de RSS. Sur Matomo, on peut faire ça, par exemple, c'est super intéressant. Et du coup, tu peux ressortir tous ces éléments-là, savoir si voilà, t'as un drop, donc t'as une chute de ton trafic organique de 5%, 10%, 20%, et tu le sais, par exemple. Ou si tu as une hausse, donc tu peux être informé de ça, un peu en temps réel, quasiment. Voilà. Ok. Alors, on parle beaucoup, peut-être,
peut-être pas toi, mais dans ma compréhension, c'est beaucoup des pages un peu statiques, non pas par opposition au contenu, hein. Mm. Mais euh, si j'ai un site justement qui est plus orienté sur des avis consommateurs ou un forum, Mhm. mettons, demain je veux être le concurrent de Stack Overflow, un site que tout le monde connaît bien. Mhm. Et en fait, Stack Overflow, on arrive à découvrir évidemment les réponses aux problématiques qu'on a par rapport à ce qui est posté. C'est pas Stack Overflow qui fait la page, c'est un forum et on poste des réponses. Comment, sur un contenu qui change, mais sans que ce soit la partie que possède l'entreprise, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, c'est plus des avis, plus des réponses sur quelque chose. Comment faire en sorte, est-ce que c'est différent justement de faire en sorte que ces pages-là qui sont mises à jour régulièrement avec des réponses soient bien positionnées. Donc j'ai un problème technique, je cherche et en première réponse, je vais tomber sur un article sur Stack Overflow parce que justement, ça va être exactement ce que je suis en train de rencontrer comme problème. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à mettre en place quand on a des contenus qui changent rapidement et sans qu'on ait la maîtrise totale sur ce contenu? Alors, je suis pas spécialiste de Stack Overflow pour le coup, même si en termes de SEO, des fois, on a besoin d'accéder à ce type d'informations. Ce qu'on peut faire déjà en sorte, bah, alors Stack Overflow déjà c'est la référence quoi. C'est un site qui a une notoriété qui est importante dans le sens où ils vont avoir, enfin, c'est important, ça c'est important de le considérer. Il faut qu'il soit considéré par Google comme étant un site de référence. Donc pour ça, on peut analyser le nombre de backlinks qui pointent vers eux et se rendre compte que Google comprend que c'est un site qui est réputé dans sa niche. Enfin, dans sa niche. C'est même pas le mot, mais qui est réputé dans son domaine. Donc ça, c'est important pour que Google puisse se dire, OK, bah, ce site-là, il est intéressant par rapport à telle et telle thématique. Ce qu'on va faire en sorte ensuite, c'est d'un point de vue technique, que le serveur, il tienne la route. Au vu du nombre de requêtes et de création de contenu généré par les utilisateurs, donc on parle de contenu généré par les utilisateurs, user-generated content, il faut que le site tienne la route. Si Google arrive sur ce site-là et puis essaye de le crawler et se rend compte que bah, du coup, il n'y a pas de... Bah, ça rame, entre guillemets, où il rencontre beaucoup d'erreurs système, ça va être un problème. Donc déjà, le socle technique doit être important, à mon sens. Ensuite, il faudrait vraiment que je regarde en détail comment le site est construit. J'avais regardé Spotify à une époque, c'était assez intéressant pour comprendre comment eux-mêmes avaient fait leur propre référencement naturel, les sitemaps, etc. Il y a différentes problématiques. Et, et donc là, Stack Overflow, ce qui va être important, ça va être de faire en sorte que les pages soient architecturées d'une manière cohérente. Donc là, c'est vraiment le forum qui va être important. C'est-à-dire faire en sorte que, alors je prends un exemple concret sur leur site. De, attends, je vais taper par exemple SEO, et je ne suis pas un robot, on le fait en direct live, voilà. Et eux, ils vont utiliser, alors ils ont un moteur de recherche en interne, c'est ça qui est intéressant. Attends, je regarde rapidement. Donc il faut que le site, voilà, il faut que le site soit architecturé d'une manière qui soit cohérente, qui ait évidemment tous les éléments, tous les mots-clés, etc., qui vont bien dans les bonnes balises. Mais il faut également que derrière, on utilise un moteur de recherche, comme même dans des sites d'annonces, qui soit facilement crawlable et utilisable par Google. Après, j'avoue, je ne suis pas spécialiste de ce type de site, donc je ne voudrais pas m'avancer dans des choses Et que... tu es en train de dire que les résultats du moteur de recherche interne d'un site pourraient amener des résultats à Google lui-même. Exactement, exactement. Et ce qui se passe là, par exemple, je prends l'exemple d'une page. euh, on peut imaginer qu'il y a du sitemap derrière. Moi, ce que je ferais par rapport à un site comme ça, c'est le sitemap, l'architecture du site, c'est-à-dire faire en sorte que donc on pose des questions, il y a différentes thématiques qui sont référencées par domaine, sous-domaine, etc. Et ensuite qu'on arrive sur des pages de forum avec des titres explicites. Si on prend par exemple, donc là j'ai forum public, donc on arrive dans questions. Ce qui se passe, c'est qu'on va aussi utiliser de la pagination. Là, c'est un site qui est quand même ultra complexe à optimiser. Ce qui va se passer, c'est que là, donc on arrive sur stackoverflow.com/question. Ça, c'est la page donc, générale avec l'ensemble des questions qui remontent, un peu comme une page de blog. Dans ce cas-là, à chaque fois, on a l'ensemble des questions
des dernières questions qui remontent par date de publication. On va avoir des onglets qui permettent d'aller sur les questions qui sont en cours, les questions qui sont non répondues, etc. Google est capable de comprendre ça. C'est assez facile à faire. Il est aussi en capacité de comprendre que le site est de qualité, donc il va quand même passer du temps à le crawler. Donc en fait, ce qui va être important par rapport à ce site-là, ou en tout cas par rapport à un forum de ce type-là, ça va être d'indiquer à Google quelles sont les nouvelles pages, soit via du sitemap, soit de l'aider à comprendre quelles sont les nouvelles pages qui viennent d'être générées. Donc c'est-à-dire de les faire figurer d'entrée de jeu sur le moteur de recherche. Le risque qu'il y aurait, ça serait de se retrouver avec des pages qui soient à 10 clics, voire plus, de la page d'accueil. Et Google n'ira jamais voir ça. Donc en fait, ils mettent à jour régulièrement, enfin tout le temps en fait, les pages qui sont référencées dessus pour qu'on y accède très vite en fait. Voilà. Et ensuite, le contenu doit être optimisé avec donc title, H1, l'URL. Bon, ça n'a pas un rôle très important, mais il faut que ce soit bien fait. Et puis tout ce qui peut servir donc à optimiser la page, que ce soit des données structurées, par exemple, etc. Mais le socle technique est très important, notamment la partie maillage interne. Faire en sorte que les pages soient bien liées entre elles et qu'on n'ait pas de besoin de cliquer 10 fois pour arriver à avoir un résultat. Voilà. Mais Google considère un site comme ça comme de qualité, donc il va le crawler de manière assidue. Ouais. Quand on parle aussi de socle technique, tu veux dire, donc il y a le temps de réponse. Rien que le temps de réponse va m'aider à être mieux référencé, c'est-à-dire que j'ai une page qui charge en 200 millisecondes, ce sera meilleur qu'un concurrent qui charge la même page en 400 millisecondes. Oui, c'est un des critères en fait qui est utilisé par Google. Il y en a plus de 200 critères qui sont utilisés par Google pour indexer une page. On ne connaît pas toute la sauce, toute la popote interne de l'algorithme, mais effectivement, Google considère maintenant de manière assez très primordiale, importante, que le temps de chargement d'une page est important. Ils ont mis en place différents marqueurs qui permettent d'indiquer, ben voilà, votre page met tant de temps à se charger, il y a tels éléments, etc., qui mettent tant de temps à se charger, il y a beaucoup de JavaScript, etc. Et c'est devenu pour eux quelque chose de primordial parce qu'ils sont passés il y a quelques années à ce qu'on appelle le mobile first, c'est-à-dire de faire en sorte que les sites mobiles soient mieux référencés que les sites desktop. Faire en sorte que l'expérience mobile soit plus importante, soit de meilleure qualité, que l'expérience desktop. Parce que le marché est au mobile, au smartphone. La plus grosse partie du trafic, en général, sur des sites web, provient de mobile. Il y a des exceptions, j'en connais, mais voilà. Donc le mobile first, faire en sorte que les sites sur mobile soient de meilleure qualité. Et pour faire ça, il faut optimiser le site d'un point de vue technique, faire en sorte que les pages se chargent vite, éviter d'avoir des vidéos énormes sur les pages ou des images trop lourdes, etc. Tout ça s'analyse. Ouais. Ok. Et j'avais aussi lu quelque part que ces règles dont tu parles, il y en a plus de 200 qui régissent l'algorithme de Google, c'est pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que ça arrive à Google de changer ses règles. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, ils annoncent en général qu'ils vont changer, qu'ils vont faire des... Alors, en fait, des optimisations, il y en a en continu. Ok, il y a toujours des petites optimisations qui se font de manière régulière. Ça peut être des optimisations sur des pays, sur des types de contenus. Donc, il y a aussi des tests qui sont réalisés sur certaines nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça c'est en continu. Par contre, plusieurs fois par an, il y a ce qu'on appelle des core updates, donc des mises à jour centrales, importantes, qui vont vraiment impacter le positionnement de certaines pages et de certaines catégories. Il y a quelques années en arrière, on a eu des core updates importants qui ont balayé toutes les pages qui étaient suroptimisées avec certaines techniques, et du coup, qui avaient des mauvais backlinks, par exemple. Boum. Toutes les pages qui avaient des mauvais backlinks, qui provenaient de sites de mauvaise qualité, elles se sont retrouvées positionnées, mais très en retrait. Donc, il a fallu se batailler il a fallu que les éditeurs de sites bataillent pour remettre en place leur page en nettoyant leur netlinking ou avec d'autres optimisations. Ensuite, récemment, on a eu un core update qui est sorti au mois de mai, en pleine vacances de l'Ascension, en plein pont là, et donc grosse chute de trafic organique sur beaucoup de sites qui ne répondent pas aux critères que Google a édictés.
Et donc on s'en rend compte, soit on s'en rend compte sur le moment, soit on est prévenu un petit peu en avance, mais c'est toujours un petit peu délicat. Et la question c'est de savoir qu'est-ce qui a été modifié, donc et du coup qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour optimiser le site derrière. On peut avoir des core updates on a eu des core updates sur le temps de chargement, et là ça prend une importance de plus en plus élevée. Ouais. Donc en gros, l'idée, c'est d'arriver à suivre les mises à jour qui se font régulièrement. On a des outils qui nous permettent de savoir, en fait, de savoir quelles sont les mises à jour qui sont faites. Il faut suivre donc les blogs de Google sur Search Console. Il faut suivre enfin le blog de Google Central. On a donc SEMrush ou d'autres outils qui fournissent des indications sur les mises à jour. Voilà. Donc là, c'est de la veille en fait qu'il faut faire par rapport à ça. Ok. Alors, petite déformation professionnelle, mais du coup, puisque c'est quelque chose auquel on doit prêter attention tout au long du cycle de vie de son site, est-ce qu'on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de faire du monitoring d'une certaine manière de, de ces critères-là et de s'assurer qu'en fait, on n'est pas en train de chuter dans le référencement? Bien sûr. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est déjà s'il y a des chutes du trafic organique. Donc, tout à l'heure, je parlais de mettre en place des alertes sur Google Analytics ou sur Matomo pour pouvoir être informé le jour même, ou, par exemple, que pouf, on a une chute de 20% du trafic, ou voire plus. Hein. Donc là, on reçoit un mail où on peut s'abonner via d'autres techniques, enfin, d'autres éléments techniques de l'outil de Web Analytics. Donc ça peut être une première partie. Donc du coup, on a une alerte par mail. On peut utiliser en gros, ce qu'il faut faire, c'est suivre tous les jours, hein, enfin le positionnement, enfin le trafic organique. On peut avoir des alertes, et on va utiliser pour ça donc soit des outils de Web Analytics, Matomo, Google Analytics. On va utiliser des outils de type SEMrush, Ahref par exemple, qui permettent du coup de suivre aussi, de monitorer le trafic par rapport à ça. On peut linker, en fait, on peut lier le compte SEMrush à un compte Google Analytics, qui du coup est capable de dire voilà, pop, il se passe des choses. Et voilà, donc là c'est vraiment pour la partie trafic organique. Mais on peut ce qu'on fait également, c'est suivre le positionnement de certaines pages par rapport à des mots-clés. Donc du coup, on va identifier, grâce à ces outils de type SEMrush, on est en capacité de suivre certaines hausses, certaines baisses de position par rapport à certains mots-clés. Donc ça, on doit le faire en fait tous les jours. Hein. Et on peut se rendre compte, par exemple, que oula, la semaine dernière ou hier, etc., enfin, telle page importante pour mon site a perdu tant de positions. Alors après, la question c'est aussi comment fonctionnent ces outils-là, qui peut être importante, parce que c'est des outils qui vont crawler le site web, qui vont crawler des mots-clés, etc., qui vont analyser le web en permanence avec différents mots-clés, et qui vont faire ressortir certaines positions dans certains pays, certaines pages, certaines positions dans différents pays par rapport à ces mots-clés-là. Voilà. Et qui du coup stockent tout ça dans des bases de données et les refournissent derrière. Voilà. D'accord, donc on va dire que d'un côté, il y a des règles, je vais pas dire de bon sens, mais bien structurer son site pour faciliter la vie des crawlers, c'est une chose qui est valable de tout temps. Et d'un autre côté, il y a des optimisations en fonction de... Bon, on parle beaucoup de Google, mais c'est vrai que c'est l'acteur principal dans le domaine. Donc, surveiller aussi la façon dont Google référence, et il y a des optimisations finalement tout au long du cycle de vie d'un site web. Donc aujourd'hui, ça veut dire que une société, j'avais plus dans l'esprit, tu vois, que niveau SEO, on pouvait faire appel à un consultant pour faire de l'optimisation pour son site, et que c'était un fire and forget d'une certaine manière. Une fois qu'on a fait l'optimisation, on n'a plus besoin d'y toucher, notre site est bien. Mais tu es en train de dire que finalement, c'est quelque chose qui se surveille en permanence, et Exactement. qu'il faut toujours payer attention à ça. Prêter C'est ça. attention, pardon. Oui, très attention. Oui, c'est ça. Oui. Et juste pour donner de la perspective à ce que tu viens de dire, on peut avoir par exemple des concurrents qui arrivent sur le marché. Donc je prends l'exemple de notre opticien, qui est le site de vente de lunettes en ligne, qui voit certaines pages importantes du site dégringoler dans les positions sur certains mots-clés. Et là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est regarder qui sont les concurrents qui sont dessus. Et là, par expérience, sur ce site-là, on s'était rendu compte que de nouveaux concurrents étaient arrivés sur le marché, avaient fait du bon travail en référencement naturel, avaient créé des pages qui étaient bien, qui avaient un contenu intéressant.
par exemple, et qui du coup faisait que leur page ressortait mieux. Dans le cadre de pages produits, comme ça, ou donc de pages de listing de produits ou de pages de description de produits en e-commerce, donc PDP, PLP, une des techniques qu'on va utiliser, c'est de renforcer la sémantique de la page en créant du contenu. Alors c'est un peu factice, c'est-à-dire que c'est du contenu qu'on peut mettre en bas de page, que personne ne lira, en l'occurrence, mais qui va contenir des mots-clés importants pour le moteur de recherche. Et du coup, Google va se dire, ah, mais cette page, en fait, elle est de meilleure qualité. Il y a plus de contenu, donc je considère qu'elle est de meilleure qualité, et il y a plus de mots-clés qui ressortent, etc. Donc, il la fait ressortir. Voilà. Et donc, du coup, la façon de contrer ce type de situation, c'était d'optimiser le contenu des pages qui avaient dégringolé en recréant du contenu exprès, de manière artificielle, voilà, pour le moteur de recherche. Ok. Alors, une dernière question, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais savoir, par rapport alors plus côté de ton métier finalement que par rapport à la SEO de manière générale, quand, quand une entreprise te demande d'intervenir, euh, comment en fait ton ordre de mission est établi? C'est-à-dire que aujourd'hui, je voudrais que tu viennes m'aider pour la CEO de mon site. Est-ce que l'objectif que je vais pouvoir donner, c'est je vais être dans la première page de Google, ou alors ça va être sur une hausse du trafic organique? Comment en fait une entreprise va définir un peu son ordre de mission et le résultat attendu par l'intervention de quelqu'un qui va optimiser la SEO? Alors, en SEO, il y a différents types de métiers. Là, tu parles de consulting en tant que freelance, par exemple, ou dans le cadre d'une agence aussi, qui pourrait faire ce type de métier, qui a différencié du consulting, du SEO directement en entreprise. On peut avoir moi, j'ai travaillé en tant que spécialiste SEO et Web Analytics, pour le coup. Cela dit, ça reste, ça peut être un objectif d'équipe interne à une entreprise, c'est-à-dire qu'on Exactement. peut dire, ce mois-ci, par exemple, on veut que, et, justement, quels sont les objectifs qu'on peut donner, soit à un consultant, soit à une équipe interne, finalement, en termes de SEO? Oui. Dans un premier temps, alors déjà, il serait fallacieux de dire on va vous positionner en numéro 1 sur telle requête sur les pages de résultats. C'est des choses qui ne sont pas possibles. Ça serait du mensonge, par exemple. On peut optimiser le référencement naturel, mais on n'a pas d'objectif de résultat concret comme, je veux dire, on est dans du moyen, on n'est pas dans du résultat. C'est-à-dire que on peut pas garantir que les pages ressortiront de manière contractuelle, on peut pas garantir que les pages ressortiront en premier résultat. C'est pas possible. Ça serait même du mensonge. Si on te dit ça, on te dit oui, c'est sûr, je vais te le faire sortir. Faire attention. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais on peut pas te garantir ça. Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait, en tout cas dans la façon dont moi je travaille, c'est de partir sur un audit. En fait, l'idée c'est aussi de voir la taille du site, parce qu'un audit ça peut prendre beaucoup de temps à faire. Donc ça peut être un mini audit ou pas. On peut partir sur alors, je réfléchis, il y a différents types de clients, différentes typologies par rapport à ça. L'idée, ça serait de faire un état des lieux rapide. Alors, en fonction du site. Si c'est un gros site, ça serait bien quand même de faire. Soit on accompagne le client sur, voilà, on va vous aider, on va mettre en place différents outils qui vont permettre de traquer différents éléments, donc les mots-clés, etc. Au fur et à mesure. Donc ça peut être dans le cadre d'une agence, par exemple, qui mettra en place un contrat d'optimisation du SEO. C'est difficile de répondre à ta question de manière aussi directe. Il peut y avoir différents cas de figure. On va prendre le cas de figure, par exemple, d'une agence qui voudrait, d'une entreprise qui fait appel à une agence. L'agence, elle veut optimiser son référencement naturel. Dans ce cas-là, on peut lui proposer différents types de services. Si on est un peu calé, on va dire, si on a le temps et le budget, on va proposer un audit. Donc, ça prend une bonne grosse semaine de travail. Je veux dire, une bonne grosse semaine de travail temps plein sur 5-6 jours pour sortir ça. Après, on a des outils qui peuvent nous aider. Je prends le cas de MyRankingMetrics. Alors, j'en ai pas parlé, mais MyRankingMetrics, c'est un outil qui a été développé par Olivier Dufez, qui est un confrère basé à Toulouse pour le coup, parce que je suis de Toulouse. Et donc, ils ont un outil qui permet de faciliter le crawl d'un site et la remontée d'informations. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser. Sinon, on peut le faire à la main. Donc ça dépend aussi de la taille du site. Moi, j'aime bien le faire. Je mixe un peu les deux, voilà, en fonction du site et du budget.
Et ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, on peut faire un mini audit, voir les problèmes techniques prépondérants et du coup commencer à bâtir une stratégie d'optimisation technique du site. Si on se rend compte que le site quand même tient la route, on peut mettre en place des outils de monitoring, donc des alertes, pour remonter donc les chutes de trafic sur tel et tel mot-clé, etc. Ça, c'est important, donc ça se construit au jour le jour. Mais c'est compliqué de faire ça, mine de rien, en agence, parce que quand tu as un client, t'as tant d'heures à fournir, en fait. Et des fois, des fois, c'est compliqué d'arriver à toujours trouver soit le temps pour faire le temps nécessaire pour faire certaines tâches, ou des fois, des fois, il peut y avoir pas grand-chose à faire. Donc, c'est en fonction de comment le marché évolue. Donc, moi, ce que je préconiserais de manière méthodique et méthodologique, ça serait de faire un mini audit du site, comprendre quels sont les problèmes techniques, sémantiques, netlinking dessus, faire des préconisations, c'est primordial. Tu peux pas dire juste, voilà, là, vous avez un problème. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour optimiser? Et à côté, faire un accompagnement dans le sens où, voilà, on a telle préconisation à mettre en place. Il y a des quick wins. Ça, c'est des choses faciles à faire. Travailler avec les développeurs, donc il y a différents. Si c'est in-house, donc si c'est en entreprise, tu travailles directement avec eux, donc ça c'est assez facile. Si c'est avec des développeurs d'une entreprise pour laquelle tu es prestataire, ça va être c'est un peu différent pour le coup. Et puis donc au fur et à mesure, tu construis ton plan d'optimisation. Tu mets en place les optimisations donc techniques primordiales. Ensuite, lorsque ça c'est fait, tu vas partir sur des choses un peu plus complexes d'un point de vue technique. Tu peux aussi regarder le sémantique. Si vraiment le sémantique est complètement à côté de la plaque, va falloir optimiser les mots-clés, trouver les mots-clés qui vont bien. Lorsque je parle de sémantique, c'est aussi regarder où est-ce que les concurrents se situent et trouver les bons mots-clés sur lesquels se positionner. Créer du contenu aussi pour ça. Là où il peut y avoir une difficulté, c'est en SEO, c'est la création, c'est les moyens nécessaires. C'est pas gratuit le SEO. D'un point de vue technique, on peut optimiser le site avec des développeurs internes ou externes. Par contre, après, s'il y a du contenu à faire, ça peut vite prendre du temps et vite chiffrer. On peut sous-traiter ça, évidemment, mais cette partie création de contenu peut être assez lourde. Et là où on s'en sort le mieux, ça va être surtout sur des grosses entreprises qui ont des moyens financiers pour positionner des pages, pour créer du contenu, des architectures qui tiennent la route. Voilà. Mais après, il y a différents marchés. Encore une parenthèse, sur la France, c'est compliqué. Enfin, en France, ça peut être assez compliqué de faire positionner des pages, tellement le marché est concurrentiel. Sur d'autres pays, dans d'autres régions du monde, dans d'autres langues, où le marché est plus balbutiant, entre guillemets, débute, ça peut être beaucoup plus facile comme on le faisait il y a 15 ans en arrière, en France. Donc l'idée, pour résumer tout ça, mini audit, en tout cas de la situation, mise en place d'alerte, plan d'action pour optimiser les choses faciles à optimiser, donc les quick wins, quick fix, plan d'action ensuite pour optimiser les choses un petit peu plus lourdes techniquement, et puis ensuite on suit ça au fur et à mesure, on suit le positionnement des pages. Enfin, c'est vraiment adapté à chaque client. Et après, si on suit le client sur plusieurs années, l'idée ça va être de proposer aussi une roadmap, donc un plan d'action sur l'année en disant voilà, l'année dernière on a fait ça comme optimisation, voilà les résultats. Là c'est du consulting, la méthodologie. Et ensuite on va cette année, ce qui va être intéressant, c'est d'aller plus loin en termes d'optimisation, etc., etc., etc. Voilà. Contenu, marketing plus général aussi, ça peut être intéressant. Je sais pas si je réponds à ta question. Il y a beaucoup Totalement. Je voulais savoir, mais c'est jamais basé sur un résultat, en fait. C'est toujours, on fait un plan d'action qu'on soumet, qui est validé, plus que se dire qu'on va augmenter, on va doubler le trafic organique ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il y ait des résultats. Je veux dire, et des résultats, il y en a de toute façon. Par contre, tu peux pas dire, voilà, votre site, il sera numéro 1 sur toutes les pages de Google. Enfin, voilà, sur toutes les requêtes tapées qui correspondent. Il y a toujours des optimisations à faire. Voilà. Mais il y a forcément des résultats qui sont probants. Mais voilà. Après, on peut aussi intervenir il y a une migration. Il reste 3 minutes. Ouais, tu peux avoir une migration et puis donc tu interviens pour optimiser la migration. Enfin, tu vois, le site enfin, la migration doit se faire aussi dans les règles de l'art, entre guillemets. Tu peux perdre du trafic de manière importante si certaines choses ne sont pas respectées. Ok, ouais. Bah écoute, Jean-Marc, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur ce domaine qui est pas simple, même si on essaye tous un peu de s'improviser expert dans le domaine sans y connaître grand-chose, quand on a un site web, je veux dire.
Mhm. On a rarement les résultats justement qu'on espère. Et donc, c'est bien d'avoir un peu l'avis de quelqu'un qui travaille dans le métier, a l'habitude de faire ça et qu'on se rend compte en fait de l'ampleur de la tâche à accomplir pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Mhm. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, merci de ton accueil. Retrouvez Jean-Marc sur Twitter, @JMARCCOURTIADE, et également sur LinkedIn. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux, en espérant que cela vous aide à choisir le bon outil au bon moment.